Rebonjour tout le monde, Youssef Lalou, directeur de compte. Je suis très content d'être là ce matin avec vous. J'espère que vous allez bien, vos proches aussi, que vous vous portez bien. On sait que c'est une période assez particulière que nous vivons tous. Vous, vos clients travailleurs autonomes ou vos clients en général, vous êtes passés par des situations, des périodes un peu délicates, mais sachez que que ce soit mes collaborateurs, les représentants internes, les directeurs, tout le monde, nous sommes ici pour pouvoir vous aider au quotidien, vous donner des réponses à des questions, puis essayer de faire en sorte que votre expérience reste très bonne avec nous. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi une personne de la tarification. Je vais la présenter un peu plus tard, Frédéric, que je pense que vous voyez déjà sa caméra. Donc, mais j'aurai le plaisir de présenter un peu plus son rôle. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on va l'avoir avec nous pendant toute la présentation. C'est un panel. Donc, je vais lui poser plusieurs questions qui reviennent très, très souvent par rapport à la tarification. Donc, on va aller comme se mettre en arrière du rideau de ce qui se passe dans cette petite, excuse-moi l'expression Frédéric, cette petite bibite-là qui est la tarification ou la sélection médicale. Il y a des questions qui reviennent très, très souvent, des situations délicates dans lesquelles vous vous retrouvez aussi en tant que conseiller quand vous devez répondre à des questions. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça. Puis, à la fin, il va y avoir une session de questions-réponses. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement à Frédéric ou au niveau plus développement des affaires de mon côté aussi. Ça nous fera plaisir. Puis, je vous donnerai aussi les consignes par rapport aux questions. C'est très important ici. C'est plus une formation, c'est plus pour donner, si on veut, la possibilité à tout le monde d'utiliser l'expérience de chacun pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. Donc, des questions spécifiques sur des dossiers. Ah, mon tel dossier numéro un tel, est-ce qu'il a été accepté ou refusé? C'est vraiment pas l'endroit ce matin. Donc, sans plus tarder, avant de commencer la présentation et le panel avec Frédéric, je vous résume rapidement comment ça va aller. Donc, les nouvelles au niveau de SSQ, on va présenter qui est Frédéric Racicot. Ensuite, on va tout de suite lui poser toutes sortes de questions. Et ensuite, nous allons continuer par rapport à tout ce qui est nouveauté, etc. Puis, ça sera la session des questions. OK. Avant de passer là-dessus, un petit rappel justement sur le site Internet qu'on a mis en place pour les différentes procédures, les nouveautés, les changements qu'on a apportés pendant cette période délicate. Je vous dirais que c'est un site qui vous a été présenté pas mal au cours des dernières semaines, mais je fais un rappel là-dessus. Est-ce que mon client est admissible sans exigence pour tel capital? Est-ce que je peux envoyer une proposition signée à distance? Enfin, tout se retrouve là-dedans. En fait, on s'est mis là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait toutes les procédures pour vous simplifier justement vos transactions avec vos clients. On sait que c'est pas tous les clients encore qui veulent être rencontrés en personne. Et on sait aussi que l'autre problématique qu'on vit beaucoup, c'est par rapport justement aux exigences médicales. Ça prend un peu plus de temps que d'habitude, donc on avait apporté quelques assouplissements et je vais en discuter un peu plus tard. Donc, justement, les assouplissements jusqu'à 1 million de dollars, on n'a pas besoin nécessairement d'exigences médicales pour les clients de 16 à 50, moins de 250 000 pour les 51 à 60 et moins de 100 000 pour les clients de 61 à 70. Puis là, on voit cette case-là, justement, qui résume globalement comment ça fonctionne en titre de besoin. Très important que ces mesures-là sont bonnes jusqu'au 30 septembre. On est en train de regarder justement quelles seraient les nouvelles possibilités après le 30 septembre. On va vous tenir au courant au cours des 2-3 prochaines semaines, gros maximum, pour vous dire justement par rapport aux assouplissements qu'on a vus qui se terminent le 30 septembre autour des exigences médicales, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Ensuite, par rapport justement aux tous les documents qui sont numérisés puis les signatures électroniques, on accepte tous les documents à part les formulaires de changement de bénéficiaire ou de propriétaire où ça prend une signature
original, mais sinon que ce soit une nouvelle proposition, des documents de modification, les questionnaires, etc., vous avez la possibilité de faire signer vos clients à distance. Puis on accepte les 4 logiciels qu'on voit ici, DocuSign, Adobe Sign, OneSpan, puis Igeni. Donc Frédéric Racicot, Frédéric, en fait, est une de nos tarificatrices consultantes, chef d'équipe. C'est une tarificatrice senior, donc ça fait plusieurs années qu'elle est avec nous dans notre équipe. Je ne sais pas, Frédéric, si tu aimerais ajouter quelque chose à ça? Ou si j'ai bien résumé? Oui, bonjour tout le monde. Juste vous dire, vive le télétravail. Mon voisin a décidé de tondre son gazon en même temps que je fais la présentation. Alors, je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond. Je pense qu'on est tous dans le même bateau en ce moment. Donc, il y a des petits imprévus comme ça. J'espère que ça ne dérangera pas trop. Mais dites-moi si le son n'est pas parfait. Donc, oui, je suis chez SSQ depuis début 2016 en tant que chef d'équipe. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'industrie de l'assurance et plus de 15 ans dans le domaine de la tarification. Donc, je vais être ici pour répondre à vos questions. Et les mythes, aller essayer de, comme disait Youssef, d'éclaircir un peu la petite boîte noire de la sélection. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, si tu permets, Frédéric. Je vais ramener quelques mythes au niveau de la tarification. Vous voyez l'image ici, on a une personne qui tient un couteau en arrière, puis l'autre la fleur. C'est que souvent, on a la question qui revient assez souvent, c'est est-ce que le tarificateur a pour mission de refuser le plus de cas possible? C'est vraiment ça, il est là juste pour essayer de refuser le plus possible de cas. Oui, bien entendu, notre mission à nous, c'est de placer votre client dans la bonne catégorie de risque. Donc, pour que la sélection ait du sens, pour qu'elle soit équitable pour tous. Donc, c'est sûr que si le cas doit être refusé, pour X raisons, on va le refuser, mais ça ne nous fait pas plaisir. Vraiment pas. C'est beaucoup plus de travail pour nous de refuser un dossier que de l'accepter. Il faut expliquer notre décision, faire une lettre, etc. Donc, non, notre mission est vraiment de placer le client dans la bonne catégorie de risque et non de refuser le dossier. Super, merci. L'autre qui vient aussi, et on me l'a posé quelques fois, souvent quand on arrive pratiquement à la fin de l'année, « Hey Youssef, dis-moi, est-ce que les assureurs ou les tarificateurs plutôt ont des quotas à respecter et quand ils atteignent leur quota d'acceptation, ben là, ils commencent à refuser tout le monde? » Non, c'est bien sûr, c'est un mythe. En fin d'année, c'est sûr que les dossiers présentés, des fois, bon, il reste les derniers dossiers qui restaient à présenter, il y a peut-être un petit peu plus de refus, mais notre taux global d'acceptation est pas du tout, en fait, est de 82 pour l'année 2020 jusqu'à maintenant. Là. Donc, on refuse 82 des dossiers. On n'a pas de quota. Ça, c'est nos statistiques. Donc, c'est pas quand on arrive à 82, on arrête. Là. Ça, c'est nos statistiques. Les taux de refus, on a refusé à peu près 8 des dossiers qui nous ont été soumis seulement. Donc, 10 qui sont fermés sans suite ou à la demande du client ou parce qu'on n'a pas reçu les exigences. Un petit peu plus élevé cette année, là, probablement en raison du contexte actuel de pandémie. Donc, absolument. Comme vous pouvez voir, on refuse seulement 8 des dossiers. Et, super. Donc, effectivement, donc là, on a le taux général que notre système LiveSuite, en fait, c'est le système qu'on utilise au niveau de la tarification et que vous autres aussi, plusieurs conseillers, utilisez pour aller avoir la mise à jour par rapport aux décisions où en est le dossier en général dans la sélection. Toute notre question par rapport justement au mythe, c'est je ne sais pas pourquoi, mais ce tarificateur-là en particulier a quelque chose contre moi. Tous mes dossiers sont surprimés ou il donne beaucoup d'exclusions. On dirait qu'il a focusé particulièrement sur moi. Je ne sais pas, peut-être il a une dent contre moi, peut-être que j'ai fait quelque chose.
Les dossiers chez SSQ sont séparés. Il n'y a pas un tarificateur qui est assigné à votre nom. Donc, ça serait très peu probable qu'il voit tous vos dossiers. Donc, non, c'est vraiment, les dossiers sont distribués équitablement envers tous les tarificateurs. Donc, le tarificateur va vraiment regarder le dossier, le client et non le nom de l'agent. Donc, inquiétez-vous pas. C'est vraiment, on essaie de faire la sélection la plus équitable selon la condition médicale du client. Absolument. Ben, si je peux rajouter là-dessus, c'est que, en fait, le rôle des tarificateurs, et ça, je pense que je l'ai présenté à plusieurs reprises lors de formation, c'est de simplement évaluer un risque de la meilleure façon possible. Le plus d'informations que vous allez lui donner va lui permettre de mieux, justement, aller évaluer ce risque-là, excusez-moi, et d'aller chercher les bons arguments, les bons points pour dire, OK, c'est un risque qui est acceptable ou non. Et le fait d'avoir des fois, dans une période de temps concentrée, soit des exclusions, des refus ou des surprimes, c'est souvent aussi par rapport à des périodes de l'année où les clients vont être pas mal plus actifs aussi pour aller faire des demandes d'assurance. Et ça, on le sait à travers l'année, il y a des périodes où on reçoit beaucoup plus de propositions que d'autres. Et souvent aussi, il y a des périodes où des personnes vont être réveillées par rapport à la réalité et l'urgence d'aller chercher une assurance. Et des fois, malheureusement, c'est un petit peu trop tard. Comme là, au niveau de la COVID, on a remarqué que dans le marché global en général, surtout le marché familial, c'est sûr et certain que plusieurs clients se sont réveillés en disant, regarde, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je ne vais pas l'avoir la COVID, je suis jeune dans la trentaine, quarantaine, mais si je l'ai, est-ce que j'ai un risque plus grand de décéder? Je vais aller tout de suite prendre une assurance. Puis souvent, comme on dit, et vous le savez, mes chers conseillères et conseillers, c'est des fois le client arrive à un moment où c'est un peu trop tard, où son état de santé malheureusement a évolué de façon négative et c'est là où il va s'approcher plus de vous pour essayer de prendre de l'assurance. Donc, pour clore ce point-là au niveau des mythes, simplement dire que de notre côté, puis du côté de l'équipe de la sélection de chez SSQ, c'est très, très important qu'on considère chaque dossier par rapport au risque. Et ce qu'on veut réellement, c'est que chaque dossier soit placé, parce que c'est là-dedans que tout le monde est rémunéré et qu'il y a une finalité au niveau du dossier. Bon, c'est là où on va commencer un peu nos questions-réponses un peu plus sérieuses. Frédéric, si tu permets. Bien sûr. Donc, d'abord, au niveau de la COVID-19, le processus de sélection des risques, est-ce qu'il est resté à peu près le même? Est-ce qu'il a été assoupli par rapport à des montants? On a vu par rapport aux montants un peu plus hauts. Mais en général, est-ce qu'on évalue les risques de la même façon qu'on faisait avant? Oui, tout à fait, Youssef. Le processus comme tel de sélection n'a pas changé. Donc, on évalue, on applique les mêmes règles, on suit les mêmes directives qu'avant. Et on a continué à maintenir notre délai de traitement de 24 heures, comme avant le début de la pandémie. Puis quand on appelle le délai de traitement, c'est le délai maximal à prévoir quand on reçoit une nouvelle proposition, une pièce de courrier, etc. Le délai maximal pour que ça soit vu par un tarificateur chez SSQ. Donc, tout ce qui est reçu chez SSQ est révisé en 24 heures. Super. Oui. Donc, effectivement, pour une personne qui est en bonne santé, avec les assouplissements qu'on a faits pour les petits montants, si on a besoin seulement de la proposition, puis la proposition, mais tout est répondu non ou tout est répondu d'une façon favorable, effectivement, ça veut dire qu'une proposition peut être rentrée et être acceptée en dedans de 24 heures pour les petits montants parce qu'on n'a plus besoin d'exigences supplémentaires. Donc, si je peux revenir de façon plus précise, la façon avec laquelle tu apportes ça, si j'ai, moi, un jeune couple en bonne santé, donc mais vraiment en bonne santé, c'est pas comme certaines personnes disent, moi je suis en super bonne santé, mais avec une liste plus longue que 2 pages de médicaments qu'ils prennent, mais genre un jeune couple en bonne santé qui a un besoin qui est en dessous de ceux où on a besoin d'exigences médicales. Donc, on l'a dit tantôt, je pense, jusqu'à 50 ans, c'est 1 million et moins. Donc, à ce moment-là, ils peuvent juste prendre une proposition, papier, cocher des noms partout, faire signer, numériser, puis nous la transmettre. Ça va être quand même assez rapide comme décision.
Oui, tout à fait. Le tarifateur va réviser la proposition. C'est la seule exigence requise, va approuver le dossier. Donc, ça peut être fait en une étape. Super. Donc, avec les mesures, le processus de sélection, est-ce qu'il change aussi pour des personnes qui ont eu le diagnostic de la COVID? Puis, sachant aussi que cette personne-là n'a plus les symptômes au moment où elle fait sa demande. Oui, c'est important pour pouvoir considérer une personne. Oui, on en a eu là, des cas, là, on est en septembre, là, ça fait quelque temps là, qu'on évalue des dossiers. Et oui, on a eu des dossiers avec des clients qui ont eu le diagnostic de COVID-19. Donc, on va évaluer selon la gravité du cas. On les a séparés en cas légers, puis les autres. Tous ceux qu'on a eus, pour vous dire, c'était des cas légers. Puis on entend par cas légers les cas qui ont juste été traités à la maison, qui n'ont pas eu besoin d'une hospitalisation, qui n'ont pas eu de complications. Donc, la plupart des dossiers, la plupart des gens, c'est ça. Et c'est ce qu'on a eu aussi. Puis les autres cas, bien ça serait des cas où il aurait été hospitalisé avec des complications, développé des problèmes ultérieurs, etc. Donc, pour les cas légers, on peut offrir même un taux standard après 1 mois de la disparition complète des symptômes. Donc, il faut s'assurer que le client n'a absolument plus de symptômes reliés à la COVID pendant au moins 4 semaines, puis on peut présenter une offre standard. Par contre, s'il y a eu une hospitalisation et tout, on n'en a pas eu chez SSQ, mais il faut attendre beaucoup plus longtemps. On parle d'un 3 mois suivant la disparition complète des symptômes, puis on peut demander à ce moment-là, pour n'importe quel cas de COVID-19, on pourrait demander un rapport de médecin là, pour être certain que la personne s'est rétablie. Donc, mais juste pour vous dire, oui, pour les cas légers, on a fait des offres là, pour la COVID. Super, merci Frédéric. Donc, prochaine question, toujours par rapport à la COVID. On en a parlé un peu plus tôt des assouplissements qu'on a mis en place chez SSQ pour pouvoir justement accélérer puis faciliter certains dossiers. Donc, c'est quoi la probabilité qu'on conserve ces maximums sans preuve une fois que les mesures de confinement vont être entièrement levées? Donc, déjà, avant la pandémie, SSQ envisageait déjà d'augmenter les maximums dans sa grille d'exigence pour augmenter les maximums sans preuve d'assurabilité. Puis, disons que le contexte actuel a accéléré un peu les choses, puis a accentué la nécessité de changer nos grilles d'exigence. Donc, en ce moment, on travaille très fort pour essayer de ne pas revenir en arrière, de continuer à appliquer certains assouplissements. Et comme Youssef a dit tantôt, on devrait vous donner des nouvelles d'ici la fin septembre pour vous dire comment nos grilles d'exigence vont être affectées à partir du 1er octobre. Merci beaucoup, Frédéric. Prochaine question, une question qui revient souvent, le cannabis. Donc, le cannabis, bon, ça a été légalisé il y a à peu près 2 ans déjà, ça va quand même assez vite. Puis, une des questions qui surgit beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre une consommation de cannabis à des fins thérapeutiques versus à des fins récréatives? En fait, je vais vous parler plus de comment nous, on fait une sélection différente quand c'est une consommation à des fins thérapeutiques ou des fins récréatives. Quand on parle de cannabis médicinal ou médical, nous, on va faire la sélection en regard de la mortalité qui est liée à la condition qui est sous-jacente. Donc, pourquoi le client il prend de la marijuana? Pour quelles conditions? Il faut garder en tête que le cannabis médical c'est pas un médicament de premier recours. Souvent, le client a essayé plusieurs choses avant, ça n'a pas fonctionné. Et puis, son efficacité thérapeutique n'est pas prouvée dans bien des cas. Donc, quand on voit quelqu'un qui prend du cannabis médical, on pense tout de suite à une affection qui est plus sévère parce qu'il a probablement essayé plusieurs choses dans le passé. Donc, quand on parle de consommation à des fins thérapeutiques, nous, on va surtout tarifer le client en regard de la maladie qui est en dessous de la consommation de cannabis. Par contre, quand on parle de cannabis à des fins récréatives,
là, on va baser notre sélection sur la fréquence d'utilisation du cannabis. On va aussi regarder, on va tenir compte des antécédents en matière de troubles nerveux, de son mode de vie, puis s'il y a eu d'autres formes d'usage abusif dans le passé qui pourraient augmenter le risque de complications liées à la consommation de cannabis à des fins récréatives. Parfait. Merci, Frédéric. Donc, prochaine question, toujours par rapport au cannabis. Pourquoi la consommation de cannabis est traitée de façon différente par rapport à la consommation d'alcool? Quelqu'un qui boit 3 bouteilles de vin par jour, j'en connais quelques-uns dans la liste ici. Non, je plaisante. Non, donc, excuse-moi, vas-y, je te laisse aller. Oui, c'est vrai qu'on a cette question-là. C'est sûr que on vient de le dire, là, le cannabis est légal depuis seulement 2 ans. Avant ça, c'était encore illégal de consommer et d'acheter du cannabis. Tandis que l'alcool, c'est légal depuis de très, 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 très nombreuses années. Donc, c'est sûr qu'on a plus d'expérience en tant que compagnie d'assurance par rapport à l'abus ou la consommation d'alcool comparé à la consommation de cannabis. Donc, c'est vraiment l'expérience de la compagnie. On n'en a pas beaucoup d'expérience avec la consommation de cannabis. On traite ça différemment aussi parce que les effets du cannabis ne sont pas encore bien connus. Ils sont variables d'une personne à l'autre. C'est variable aussi dépendant de la composition du produit parce que maintenant, il y a toutes sortes de produits sur le marché qui ont différentes substances actives dedans et les effets ne sont pas tous connus. Ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Puis, donc, on ne connaît pas l'équivalence entre, OK, combien ça prend de cannabis pour équivaloir à 4 consommations d'alcool. Donc, vous voyez qu'on nage un peu dans le flou. Un petit fait, juste pour vous dire pourquoi on est peut-être un peu plus sévère ou on manque d'expérience, mais juste vous dire, quand on conduit un véhicule, on a un lousse. Quand on prend de l'alcool, on peut aller jusqu'à 0,08. En bas de ça, ce n'est pas une infraction criminelle. En haut de ça, on aurait une infraction criminelle. Mais dans les cas du cannabis, juste une trace de cannabis, c'est une infraction criminelle. Donc, on voit que c'est vraiment traité différemment, même par les autorités. Le cannabis est traité encore différemment de l'alcool. Mais avec l'expérience, avec la légalisation, les compagnies d'assurance, on acquiert de plus en plus de connaissances. Puis c'est sûr que la tarification de la consommation de cannabis va être amenée à être modifiée dans l'avenir, c'est certain. Super, merci Frédéric. Je vois déjà des questions qui rentrent. On va pouvoir y répondre tout à l'heure à la période de questions-réponses. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais tout de suite à la prochaine section. Ça sera pas long. Là, les prochaines questions, Frédéric, ça serait par rapport à des clients avec une résidence permanente, des citoyens versus des personnes ou des clients qui sont non résidents. Par exemple, un des points qui revient très, très souvent, c'est des personnes qui arrivent ici avec un permis de travail. Puis là, il y a la notion de ce qu'on appelle un permis de travail ouvert ou un permis de travail fermé et ils veulent s'installer ici. Ils ont peut-être démarré leur processus d'immigration ou pas nécessairement. Ils viennent tout de même parce qu'ils eu la possibilité de s'acheter une propriété et ils ont besoin d'une assurance hypothécaire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement de ce qu'on a mis en place chez SSQ par rapport à ça, s'il te plaît? Donc, juste vous dire, les clients qui sont citoyens canadiens et résidents permanents, il n'y a pas de restrictions qui s'appliquent. On va parler des clients qui sont non résidents permanents, donc la plupart du temps qui ont un permis de travail ou qui ont un autre statut. Au cours des dernières années, les gouvernements ont apporté des changements aux règles de l'immigration, puis comment ils attribuent les statuts de résidents permanents. Nous, on avait déjà modifié nos règles, mais on les a remodifiées à nouveau pour être plus en ligne avec le processus qui est suivi par les gouvernements, puis pour offrir de l'assurance à un plus grand nombre de personnes. Donc, notre évaluation du risque va être basée sur la probabilité que le résident non permanent
retourne dans son pays de naissance ou bien qu'il reste ici pour devenir résident permanent. Donc, les nouveautés, vous pourrez aller, je pense que, je ne sais pas s'il va y avoir un lien, là, mais les nouveautés chez SSQ, c'est qu'effectivement, on ne demande plus que le client ait soumis une demande de résidence permanente. Donc, on demande seulement qu'il ait un permis de travail valide. Donc, et on va demander une copie de ce permis-là pour voir c'est quel type de permis, parce que notre tarification et la limitation de montant va être basée sur le type de permis de travail. Ce qui est nouveau aussi, c'est que les clients sont éligibles dès leur entrée au Canada. Avant, pour certaines catégories, on demandait qu'ils soient ici pendant un minimum de 6 mois, 1 an. Là, aussitôt qu'ils sont arrivés au Canada, ils sont éligibles sous certaines conditions qui sont propres au statut qu'ils vont avoir quand ils vont rentrer au Canada. Donc, on a effectivement des nouvelles catégories de résidents non permanents. On a séparé les types de permis de travail. Donc, on va avoir le permis de travail lié à un employeur. On va avoir le permis de travail post-graduation. On a aussi fait une catégorie pour ceux qui sont détenteurs d'un certificat de sélection du Québec ou le PNP là, dans les autres provinces, là, qui est comme un laissez-passer rapide pour obtenir la résidence permanente au Canada, mais qui est octroyée par le gouvernement du Québec. On a ouvert la possibilité d'ajouter le bénéfice maladie grave à plusieurs catégories. Avant, c'était assez restreint. Et pour le bénéfice invalidité, on l'a ajouté pour la catégorie des gens qui ont un certificat de sélection du Québec. Parce que pour eux, c'est des gens qui ont une très, 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 très grande possibilité de rester au Canada, au Québec. Donc, comme exemple, comme je vous dis, ceux qui sont les plus susceptibles de rester au Québec, au Canada, c'est ceux qui ont un certificat de sélection du Québec. Donc, on donne comme montant maximum pour un résident comme ça. On va donner 2 millions en assurance vie, puis 500 000 en maladie grave. Je vais juste vous donner quelques chiffres comme ça. Pour ceux, la deuxième catégorie la plus sûre, là, les permis de travail liés à un employeur. Ça veut dire que le client arrive ici qui est déjà embauché par une entreprise d'ici. On va pouvoir lui donner un maximum de 500 000 en assurance vie et de 100 000 en maladie grave. Et on a aussi les permis de travail. Quand ce n'est pas lié à un employeur, on appelle ça un permis de travail ouvert. Et le permis de travail ouvert, il y a vraiment beaucoup de sortes de permis de travail ouverts, mais c'est souvent donné à un conjoint, au conjoint de quelqu'un qui arrive avec un permis de travail lié à un employeur. Donc, monsieur est engagé comme ingénieur chez Bombardier. Sa conjointe arrive avec lui, veut travailler, mais n'a pas encore d'employeur. Donc, on va lui donner un permis de travail ouvert. Et dans ce cas-là, on va donner les mêmes montants à la conjointe qu'au demandeur lié à un employeur. Donc, on va suivre les mêmes conditions que le conjoint. Super, Frédéric. En fait, pour résumer, c'est sûr que SSQ, ce qu'on a mis en place, c'est plus un système pour pouvoir faciliter que les clients qui ont des permis de travail en général, qui n'avaient pas la possibilité d'être assurés, de l'aide dorénavant. Un petit point important, à la fin de la présentation, mon cher collègue Alexandre va partager tous les documents pertinents et importants. Comme là, il y a un document spécifique sur les résidents et non-résidents, avec les limites de capitaux de montant à aller chercher en vie, en maladie grave, s'ils sont admissibles à l'invalidité ou pas. Donc, vous allez pouvoir la voir d'ici la fin de la présentation. Puis, bien entendu, n'hésitez pas, quand vous avez des cas et vous n'êtes pas nécessairement sûr, vous contactez vos directeurs de compte ou vous associez au niveau des directeurs de compte pour pouvoir avoir un peu plus de précision. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Bon, prochaine question, le MIB. Amandine, j'aurais besoin de toi, s'il te plaît, pour lancer un petit sondage. Donc, c'est un petit sondage, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous pouvez répondre. Donc, c'est par rapport à un refus. Si un client est refusé, est-ce que c'est inscrit dans son MIB?
Je vois que le sondage continue à rentrer. C'est pas mal de participants. Je vous remercie beaucoup d'y aller. On est déjà à 110, 112. On se donne encore 15 secondes pour répondre à la question. Donc, dès qu'on atteint à peu près un 70% de vote, nous allons pouvoir y répondre. Je pense que la réponse est assez claire. Oh oui, la réponse est assez claire. Puis je suis vraiment content de voir la réponse ce matin. Ça va nous permettre d'avoir une belle discussion là-dessus. Donc, je ferme les sondages. Excellent. Nous avons 84% donc des participants, donc on en avait quand même à peu près 140 participants. Donc sur les 140, 117 ont dit que oui, le refus se retrouve dans le MIB et 22% seulement ont dit non. Donc je te laisse aller avec la réponse, Frédéric. Mais oui, je suis contente que tu aies posé la question. Hein. Oui, hein, tu vois. La question interactive. Oui. Parce que la réponse, c'est non. Le MIB ne nous donne absolument pas des décisions. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre compagnie a donné comme décision. On reçoit seulement de l'information. Donc, on ne reçoit pas de décision. Juste vous dire qu'on fait une vérification auprès du MIB pour chacun de nos dossiers en assurance individuelle. Donc, aussitôt que le client soumet une proposition, on fait une recherche auprès du MIB. Ce qu'on reçoit du MIB, c'est un code et ça nous donne les renseignements suivants. Ça nous donne, premièrement, de l'information sur l'identité du client pour s'être sûr que ce soit le bon client. Là, parce que, disons que des Jean Tremblay, là, on a sur plusieurs critères pour vérifier que c'est le même Jean Tremblay qu'on parle. Donc, on vérifie tout de suite l'identité. Ensuite, ça va nous donner un code avec des chiffres, des lettres. Et chaque lettre, chaque chiffre nous donne de l'information. Ça va nous donner d'informations sur une maladie, un test ou bien un problème lié avec le mode de vie. Ça va nous donner une indication de la gravité de cette maladie-là, du type de traitement, du résultat du test. Ça va nous donner aussi de l'information sur d'où provient ce renseignement-là. Est-ce que c'était de l'information que la compagnie a recueillie de la part du client ou dans un dossier, dans un rapport de médecin ou autre chose, un test de laboratoire? Ça va aussi nous donner de l'information par rapport au temps écoulé depuis le diagnostic, depuis le test, depuis l'événement. Donc, on va savoir si quelqu'un a fait un AVC il y a 10 ans. C'est ce qu'on reçoit, ce n'est que de l'information qu'on reçoit du MIB et non une décision. Quand on reçoit cette information-là, on va comparer avec les déclarations du client. Donc, si le client nous déclare son AVC il y a 10 ans, c'est exactement ce que le code nous disait. On ne fait rien avec ça, on continue notre sélection. Par contre, si on compare l'information du MIB avec les déclarations du client, puis il y a des divergences, mais c'est là qu'on va commencer notre investigation. On va demander les détails de code auprès de la compagnie qui a soumis le code à travers le MIB, l'organisme qui coordonne tout ça. Puis, par contre, la compagnie, elle va seulement nous envoyer le document sur lequel elle s'est basée pour coder cette information-là. Elle ne nous donne pas sa décision. Elle ne nous dit pas « Regarde à la page 3 ». Non, elle va nous envoyer le document qui a servi à coder. Donc, par exemple, si on a un code qui indique que le client a été arrêté pour conduite en état d'ébriété, selon le dossier de conduite, bien, la compagnie qui a codé le code va seulement nous envoyer une copie du dossier de conduite. C'est à nous d'interpréter ensuite l'information. Donc, c'est juste de l'information et non des décisions. Merci Frédéric. Justement, par rapport aux contradictions, il y a le son rebondit quelque part, bon, c'est mieux. Par rapport aux contradictions et disparités des informations que ce qu'on a dans les entrevues et ce qu'il y a au MIB, donc les conseillers, eux autres,
c'est quoi les options? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir justement, parce ça arrive des fois où ils disent, ah ben mon client, il est sûr et certain qu'il a jamais touché de cocaïne de sa vie. Puis par contre, dans le MIB, on ressort avec un code qui est très très clair, genre consommation de 5 lignes par jour pendant X nombre d'années, mettons. J'exagère un petit peu. Oui, c'est ça. On ne sait pas tant de détails que ça. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est des questions qu'on a souvent des conseillers. Donc, la première chose qu'on va faire là, quand effectivement là, on a de l'information contradictoire de la part de la proposition ou du paramédical, puis par rapport au code, bien, on va retourner au conseiller pour qu'il repose la question à son client. Donc, c'est la première étape qu'on fait. On doit reposer la question pour être sûr, pour donner une deuxième chance au client. Parce que c'est pas, ça peut être des oublis, là. C'est pas nécessairement de l'information que le client a voulu cacher. Donc, par exemple, si le code nous dit que le client souffre de diabète, mais que sur la proposition, c'est répondu non, bien, on va demander au conseiller de reconfirmer la question sur le diabète. Ensuite, en fait, si on a des disparités, on va aller demander même les détails de code du MIB pour être sûr pour avoir exactement la bonne information. Puis, à ce moment-là, ça prend du temps. Demander des détails de code MIB, ça rajoute une étape de plus. Ça veut dire qu'il faut demander à l'autre compagnie de nous envoyer cette information-là. C'est sûr que les compagnies ont des délais à respecter là, pour répondre au MIB, mais c'est quand même pas leur priorité. Donc, c'est sûr que ça retarde le dossier. Donc, c'est pour ça que quand on retourne au conseiller puis qu'on lui dit de reconfirmer la question, c'est vraiment pour faire accélérer le dossier, pour éviter d'avoir à demander les détails du code. Donc, il faut que votre client, quand vous lui demandez, il faut que vous insistiez pour qu'il nous donne une déclaration complète. Puis même s'il considère que ses problèmes sont mineurs ou réglés ou sous contrôle, mais il faut qu'il les divulgue parce que ça peut être important pour nous. Puis aussi d'insister sur le fait que si on n'a pas les déclarations complètes, bien c'est ça, notre prochaine étape, ça va être d'aller au MIB, ça va retarder son dossier, nous, on n'aura pas le choix d'aller investiguer auprès du MIB. Donc, ça retarde. En fait, entre autres, l'objectif de la présentation ce matin, c'était justement de donner aux conseillères et conseillers des façons de faire pour accélérer le processus. Il va y en avoir plusieurs aussi qu'on va voir tout à l'heure, mais celle-ci, je la retiens, Frédéric, par rapport au fait que si vous avez une disparité de déclaration par rapport à ce qui est inscrit au MIB, vous allez avoir la petite question, on pense que, ou tu me corrigeras comment elle est bien formulée, c'est plus ta technicalité à toi, ça serait de repartir auprès de clients. Je sais que c'est délicat. Je vous donne un exemple qui des fois arrive, entre autres par rapport à la consommation du cannabis. Vous rencontrez monsieur, madame, les deux sont à côté. Monsieur fume du cannabis en cachette, madame n'est pas au courant. Donc, quand vous allez poser la question, probablement qu'il va dire non. Mais ce que je vous encourage de faire à ce moment-là pour justement éviter ce genre de choses, c'est pour l'un et l'autre, c'est de dire s'il y a des éléments supplémentaires que vous avez à me donner, que ce soit au niveau médical ou non médical, vous pouvez m'appeler individuellement, puis ça me fera plaisir d'en prendre note. Ça va, je peux vous le confirmer, ça va changer pas mal en termes de vitesse, parce que si finalement il s'avère que le client avait déjà déclaré ailleurs qu'il fumait du cannabis et que là, il ne le déclare pas. Comme Frédéric a dit, s'il continue à dire que non, qu'on va aller dans le détail du code, ça va retarder le dossier facilement d'4 semaines des fois, avant que l'autre compagnie nous transmette l'information complète. Vous devez en avoir des dossiers de ce genre dans le dossier où on fait, qu'on demande d'informations à MIB. C'est très, très long. Donc, et ça, c'est un des points. Donc, c'est juste de revenir au client et de lui dire ils veulent juste une petite précision et pour être sûr qu'ils ont la bonne information pour bien évaluer votre risque. OK, merci Frédéric. On va à la prochaine question.
Le dépistage génétique, ça a été quand même quelque chose qui est revenu assez souvent, hein, parce que des personnes qui se testaient génétiquement pour voir s'ils étaient porteurs ou pas de certaines maladies, de cancer, etc. Puis il y avait eu un débat là-dessus justement, est-ce que le dépistage génétique peut être utilisé par un assureur pour refuser un risque? Et d'un autre côté, c'est aussi des clients qui se demandent, regarde, ma mère a eu le cancer du sein, moi en tant que jeune femme, je vais aller faire le test génétique pour voir si je suis porteuse ou pas du gène, et en ayant des résultats négatifs, pense avoir plus de possibilités à ce moment-là de s'assurer en maladie grave, mettons. Donc, comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là, s'il te plaît? Euh, le débat sur la génétique est toujours est en continuelle évolution et c'est traité au niveau de la Cour suprême du Canada. Donc, la Cour, on est tributaire des décisions de la Cour suprême du Canada et récemment, la Cour suprême a statué que les compagnies d'assurance ne devaient se servir en aucun temps, je vous le lis textuellement, d'informations génétiques pour évaluer le risque d'un client. Donc, la CAP avait travaillé sur des façons de procéder pour pouvoir utiliser les tests génétiques, mais en ce moment, peut-être que ça va changer, mais en ce moment, la Cour suprême du Canada nous dit de ne pas utiliser aucun test génétique, que ce soit prédictif ou autre, et que ça soit favorable ou non. Donc, il faut dire, ça nous limite beaucoup, mais ça limite aussi malheureusement les clients parce qu'effectivement, on ne peut pas discriminer un client pour un test génétique, mais on ne peut pas s'en servir aussi du côté favorable. Pour le moment, à moins qu'on ait des changements encore là, avec la Cour suprême. Et donc, nous-mêmes, on demande, quand on fait une demande de rapport de médecin, on indique à l'intérieur de cette demande-là au médecin de ne pas nous fournir d'informations sur le dépistage génétique. Et si malgré ça, on reçoit de l'information génétique, on en prend note, mais on n'utilise pas cette information-là. Donc, c'est vraiment clair que nous ne devons pas utiliser d'informations génétiques pour faire notre sélection. Ça, c'est en date du 15 septembre. Ça pourrait toujours changer, mais c'est ce qui a été statué par la loi récemment. Merci beaucoup, Frédéric. Il nous reste à peu près 15 minutes et quelques questions auxquelles on doit répondre ici avant d'aller sur celle des conseillers et conseillères. Donc là, au niveau des fameux questionnaires, que ce soit les questionnaires supplémentaires qu'on demande, les questions médicales en général, est-ce qu'on remplit nous-mêmes les questions? Est-ce qu'on passe par le service paramédicaux, les téléentrevues, etc.? Qu'est-ce qui serait le mieux selon toi? Là, on va parler dans un contexte autre que pandémie, là, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un contexte complètement différent de ce qu'on est habitué d'avoir. Il y a des délais, il y a des gens qui ne veulent pas être rencontrés, il y a beaucoup. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, les services paramédicaux, c'est pour ça qu'on a assoupli beaucoup les grilles d'exigence. Là. On est au courant, là, il y a des délais, il y a vraiment beaucoup de défis là, avec le contexte de la pandémie. Mais si on se replace dans un contexte non pandémique, notre contexte d'avant, est-ce que vous devriez les poser ou laisser le personnel les poser? Donc, c'est sûr que pour nos propositions électroniques, c'est toujours une entrevue téléphonique qui est faite auprès de nos clients. Puis il y a aussi, pour les autres propositions, il y a l'examen paramédical électronique, qui est en fait c'est le même examen paramédical, mais qui est fait sur un iPad par les infirmières. Puis ça, ces documents-là ont été conçus pour que l'intervieweur ait des questions sous-jacentes qui apparaissent. Donc, on dit oui à telle question, mais il y a d'autres questions qui apparaissent. Donc, c'est vraiment fait pour que toute l'information soit là. Donc, on n'oublie pas de demander s'il y a eu des tests, on n'oublie pas de demander s'il y a eu des résultats parce que les questions s'affichent et on doit compléter ces cases-là. Donc, c'est sûr que ça, c'est l'idéal parce qu'on a vraiment l'information complète. Quand c'est un paramédical papier qui est fait par une infirmière, ça va dépendre vraiment ça va dépendre
en fait, ça repose, la qualité de l'information va reposer sur l'expérience du personnel infirmier. Le personnel infirmier va poser les questions ciblées en fonction des problèmes de santé. Donc, si j'ai fait un infarctus, ben, l'infirmière va poser les questions qu'elle connaît par rapport à l'infarctus. Donc, c'est sûr qu'elle en connaît beaucoup. Elle sait quelles questions poser par rapport à cette condition médicale spécifique-là. Par contre, dans le contexte pandémique, et aussi pour aider le tarificateur à avoir un portrait le plus complet, c'est sûr que vous pouvez poser les questions vous-même. Puis à ce moment-là, ce qu'on a besoin d'avoir pour chaque problème de santé, c'est les informations suivantes. Ça va être le diagnostic. On a besoin de diagnostic précis. C'était quoi? La date du diagnostic, le traitement qui est donné. Est-ce que ce traitement-là était efficace? Nous donner les coordonnées du médecin complètes qui a traité ce problème-là. Comme ça, si on a besoin d'un rapport de médecin, mais on peut aller le chercher rapidement. Quels tests ont été effectués, les dates, les résultats. Puis, est-ce que les symptômes sont encore présents ou bien sont résolus? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à investiguer? Est-ce qu'il y a un suivi à faire? Donc, plus vous indiquez d'informations, plus ça va être facile pour le tarificateur d'évaluer le risque rapidement puis de ne pas avoir à reposer des questions supplémentaires. Parfait. Puis, donc, si je résume bien, justement, dans le contexte pandémique aujourd'hui, moi, j'ai devant moi un couple. Monsieur fait du diabète de type 2 qui est contrôlé. Madame fait de la haute pression qui est contrôlée. En l'occurrence, j'ai deux choix. Soit de le faire en proposition électronique, mais ça, bien entendu, tout en sachant qu'il n'y a pas d'exigence médicale supplémentaire. Donc, ça, on s'entend qu'il n'y a pas de profil sanguin ni urine avec les capitaux qu'on a choisis. Puis, je pense qu'on encadre quand même une bonne portion des risques à couvrir. Mais mettons ce couple-là, j'ai le choix, soit de le faire en propos électronique où il y a une téléentrevue, où on sait malheureusement pour l'instant qu'il y a encore des délais, ou de prendre la proposition, de remplir et d'indiquer, ou même de faire un peu, je pense que c'est le prochain point dont on va parler, une lettre de direction qui explique « Monsieur diagnostiqué diabète type 2 depuis l'âge de 50 ans, prend telle médication, tel dosage, diabète sous contrôle, suivi annuel ». Madame, pareil. Avec ça, je pense que vous êtes en mesure d'aller prendre une décision pas mal plus facilement que juste de dire diabète type 2, on coche ça puis on laisse ça comme ça. Oui, je vais te dire, juste le diabète type 2, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que la plupart du temps, on va avoir besoin d'un test de laboratoire pour être sûr que le diabète est bien contrôlé. Mais disons, je fais de l'apnée du sommeil. Bon, mon client fait de l'apnée du sommeil. Ben, donnez-moi la date de son diagnostic, donnez-moi s'il y a un traitement, s'il utilise le CPAP, la petite machine pour respirer. Puis s'il utilise son CPAP, ben, est-ce qu'il l'utilise toutes les nuits? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que les symptômes, c'était quoi ses symptômes avant, puis après qu'il a débuté le traitement? Donc, est-ce que ça a été efficace? Puis s'il est suivi. Si vous me dites, OK, oui, le monsieur utilise son appareil depuis longtemps, toutes les nuits, puis avec ça, les symptômes se sont résorbés, bien, on va pouvoir lui faire une offre sans autres questions additionnelles, sans autres exigences. Donc, juste dire apnée du sommeil, ça va bien, c'est pas assez complet. Si on sait, je prends mon CPAP toutes les nuits, je n'ai plus de symptômes après l'utilisation du CPAP, bien, c'est parfait, c'est ça ce qu'on a besoin de savoir, puis on va pouvoir donner une décision avec ça. Merci Frédéric. Prochaine question, la lettre de présentation, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, habituellement, le conseiller déjà remplit toutes les sections, mais à quoi ça sert de rajouter une lettre de présentation? C'est souvent dans les cas qui sont plus complexes, hein, bien entendu, qu'on va demander une lettre de présentation, et souvent du côté financier. Donc, quand ça nous sert souvent à avoir l'intérêt assurable quand la relation entre le propriétaire et l'assuré n'est pas claire. Ça va aussi nous donner de l'information quand on ne sait pas clair le montant du préjudice financier. Donc, si vous nous donnez une explication détaillée qui explique quels éléments vous avez pris en considération pour calculer le montant demandé.
quand c'est juste un cas, le monsieur fait 200 000 par année, puis il demande 1 million, c'est assez clair. Par contre, si c'est une compagnie avec des bénéfices, qui est détenue par une autre compagnie, etc., bien, si vous nous expliquez quels chiffres ont été pris de quelle compagnie, bien, ça va nous aider beaucoup. Absolument. Donc, oui, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Donc, rapidement, si je prends l'exemple, on a besoin d'une assurance vie rachat de part de 5 millions chacun. Si j'arrive et j'envoie juste ma proposition de 2 T10 de 5 millions, c'est sûr et certain que le tarificateur va revenir auprès du conseiller pour questionner. Donc, c'est une perte de temps. Alors que si on fait une lettre de présentation dès le départ en disant, regardez, la compagnie, si on voit les bénéfices nets, vaut à peu près 10 millions. Ils sont 2 actionnaires 50-50. Donc, ça prend 5 millions chaque. Ça prend 30 secondes. Bon, j'exagère encore un peu, mais 30 secondes pour écrire ça, pour gagner plusieurs jours de va-et-vient en termes de questions et réponses. Oui, tout à fait, Youssef. Super. Maintenant, la divulgation des informations médicales. Des fois, un client est refusé, surprimé, il y a des exclusions. C'est quoi les informations à la base qu'on est capable de donner au conseiller tout de suite, mais de façon générale, sans avoir d'autorisation? C'est quoi les informations qu'on peut lui donner? On peut lui donner les informations qui ont été demandées par le conseiller, donc qui sont connues par le conseiller. Tout le reste est confidentiel. Donc, c'est de l'information qui a été obtenue avec l'infirmière ou avec le rapport de médecin. On ne peut pas lui en parler. Par contre, je vais devancer ta prochaine question. Il n'y a aucun souci, vas-y, c'est très bon, c'est fait pour ça. Il y a 2 choses qui peuvent être faites. On peut transmettre l'information au médecin du client avec une lettre que le client peut nous fournir. Souvent, ça aide pour des décisions médicales là, qui sont peut-être un peu complexes à comprendre. Mais on a aussi un document qui n'est pas si nouveau, là, ça fait quand même presque 1 an qu'on l'a publié. On a un formulaire qui s'appelle l'autorisation de divulgation de renseignements personnels et médicaux. Qui est accessible aux conseillers et que si il est signé et complété avec son client, va permettre au tarificateur de discuter ouvertement de tous les renseignements confidentiels qui sont contenus dans le dossier du client. Donc, le client va autoriser son conseiller à discuter de ces choses-là avec le tarificateur. Puis, ça sert ensuite de pouvoir avoir la discussion avec votre client s'il vous autorise là, à pouvoir expliquer mieux et à comprendre notre décision. Super. Ce document-là aussi fera partie de la liste de documents qu'Alexandre va partager un peu plus tard. Donc, c'est un bon document d'avoir entre les mains quand vous avez une décision ou que votre client vous challenge et vous voulez savoir exactement le détail d'où vient la décision, que ce soit médicale ou non médicale. Voici exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ça vous permet à ce moment-là d'avoir une discussion plus claire avec votre client par la suite. Merci Frédéric. Une dernière petite question avant de passer aux séries de questions. Si le conseiller a justement une contestation de décision, donc il y a un dossier qui est supprimé, différé, refusé, et qui pense que c'est injustifié ou qu'il y a eu une erreur en termes de questionnaire ou que le client s'est avancé sur des choses que normalement il ne devait pas s'avancer parce qu'il avait mal compris la question, etc. Est-ce qu'on peut le réévaluer? Oui, tout à fait. C'est sûr que ça prend des nouvelles informations, bien entendu. Puis, je vais vous expliquer la démarche là, qui est faite chez SSQ. Donc, ce qu'on vous demande, la première étape, c'est de communiquer avec votre directeur des ventes, M. Youssef, et son équipe, pour lui exposer la situation. Ils vont voir avec vous qu'est-ce qui peut être fait, puis lui fournir tous les documents qui vont être à l'appui de la contestation du client. Ensuite, le directeur des ventes va, au besoin, s'il y a lieu, il va nous envoyer cette demande-là et c'est un chef d'équipe, moi et mon équipe, qui va regarder si ça peut être évalué ou non, selon les critères, selon l'information qui va nous être envoyée. S'il y a lieu de reconsidérer la décision, on va envoyer le dossier
on va retourner le dossier au tarificateur pour qu'il prenne les mesures pour évaluer le dossier. Donc, si c'est tant mieux. Si on a de la nouvelle information, puis on peut changer notre décision, on va le faire avec plaisir. Par contre, si notre décision à la base était justifiée, on va prendre le temps d'expliquer les raisons au client, puis à vous. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on on offre maintenant le formulaire d'autorisation et de divulgation. Parce que, comme on l'a dit, si c'est de l'information qui était confidentielle, ben on ne peut pas tout divulguer non plus à Youssef et son équipe. Ça reste confidentiel. Et par contre, il y a aussi l'option de le divulguer au médecin traitant du client. Ça, c'est toujours, ça nous prend une lettre là, de la part du client pour nous autoriser à faire ça. Super, merci Frédéric. Donc, pour résumer ce point-ci, vous êtes sûr que la décision a été prise de façon pas nécessairement assez éclairée, peut-être parce qu'on n'avait pas nécessairement les bons éléments, ça peut arriver des fois, ou des éléments qui sont faussés. Donc, si vous revenez avec une demande de révision, c'est qu'il faut revenir soit avec des documents comme ce que Frédéric a dit, ou donc des fois, c'est des confirmations de médecins, ça peut être une erreur justement que le médecin met une note sur un dossier, ça peut arriver des fois entre deux patients. Donc, à ce moment-là, c'est pour mettre les choses pas mal plus au clair. Avant de passer aux questions-réponses de nos chers conseillères et conseillers qui sont présents ici, rapidement, j'aimerais faire un petit rappel. Là, ce qu'on a vu avec Frédéric, c'est le modèle justement de tarification normale. Un dossier, une proposition de produit traditionnel qui passe par le système de sélection normale. Mais comme vous le savez, pour la majorité, il y a quelques mois, on a intégré quand même des produits à émission simplifiée et garantie. Donc, je voulais faire un petit retour là-dessus. En fait, c'est que là-dedans, ça passe pas par le processus de sélection normale. C'est qu'il y a une sélection qui est faite tout de suite au niveau de la proposition. C'est accepter, refuser, il n'y a pas de surprime d'exclusion, etc. Vous avez tout de suite l'heure juste pour votre client et vous avez une décision qui est immédiate. Donc, on a opté aussi pour cette option pour sa rapidité, dans le sens où vous êtes devant votre client, il a besoin d'une temporaire 10 ans, 20 ans ou d'un montant d'assurance vie permanente et vous voulez que ça aille très vite. On répond à une série de questions, puis vous avez tout de suite votre approbation et dans l'heure qui suit, le client reçoit son contrat d'assurance. Donc, c'est une façon, dans certains cas, de pouvoir aller assurer des personnes si la rapidité d'exécution est un point essentiel pour elles et pour vous aussi. Petit rappel, il y a déjà eu des formations là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'on a deux gammes, la gamme simplifiée puis la gamme garantie. La gamme simplifiée, c'est pas ce qu'on retrouve peut-être sur l'autre marché, sur le marché actuel, c'est de l'assurance vie pour des personnes qui sont généralement en bonne santé, donc et qui veulent pour quelques sous, quelques dollars par mois, avoir une décision immédiate puis être assuré immédiatement. C'est pas comme les produits, si on veut, avec du différé 2 ans, etc., où c'est des clients qui ont quelques problèmes de santé. Là, on parle de personnes qui sont généralement en bonne santé. Et comme je vous ai dit, c'est une décision immédiate qu'ils peuvent avoir. L'émission garantie, c'est plus pour les clients qui sont pas nécessairement assurables sur les produits, que ce soit conventionnels ou les produits à émission simplifiée. Donc, ça vous permet de leur donner une protection de base au niveau des produits permanents. Un des documents aussi que Alexandre va partager avec vous et que j'aime vraiment beaucoup au niveau des produits en général, c'est une grille qui vous dit, supposons que mon client a déjà fait un AVC. Est-ce qu'il serait admissible aux produits à émission simplifiée tout de suite, facilement? Donc, cette grille-là va vous dire, OK, s'il y a eu seulement un seul AVC et que le client a plus de 60 ans, puis ça s'est fait il y a 8 ans, ça va passer par le simplifié. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, généralement en bonne santé. Les produits traditionnels vont être un peu plus ouverts, mais on va creuser un peu plus. Ça va prendre du temps. On va aller chercher le rapport médical, etc. Peut-être est-ce qu'il y aurait une solution qui est standard, qui vient avec? Ça dépend.
il pourrait y avoir des surprimes qui coûteraient plus cher peut-être que la simplifier. Donc, cette grille-là que Alexandre va partager avec vous va vous donner la possibilité pour des conditions médicales et non médicales de voir dans quelle direction est-ce que vous pouvez aller. Est-ce qu'on va avec le produit traditionnel qui prend toutes les exigences médicales, profil sanguin, urine éventuellement, etc. Ou est-ce que j'y vais avec le simplifié? Donc c'est ça la petite parenthèse que je voulais ouvrir justement pour distinguer une sélection médicale normale, donc auprès de nos tarificatrices et tarificateurs, ou une sélection qui se fait quasiment automatisée par le système de notre produit à émission simplifiée. Donc on passe à la période de questions. Je vais demander à mon cher collègue Alexandre d'ouvrir son micro. Puis, on en a quand même quelques-unes auxquelles on peut répondre. Je te laisse aller, mon cher Alexandre. Parfait. Merci beaucoup, Youssef, pour cette belle présentation. Donc, je me présente, Alexandre Trudel, représentant aux ventes internes chez SSQ. Donc, on a reçu beaucoup de questions pendant la présentation. On vous remercie beaucoup de votre participation. Donc, on a le temps pour quelques questions. Première question pour Frédéric. Donc, combien de tarificateurs et tarificatrices travaillent dans votre équipe chez SSQ? On est un total de 17, incluant les chefs d'équipe, plus notre directrice Dani Foulem. Donc, on est 17 chez SSQ du côté individuel. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Donc, prochaine question. Présentement, si on regarde la tarification avec nos mesures d'assouplissement qui a été fait et reconduit là, pour le mois, si on regarde quelqu'un qui a environ 76 ans et plus, est-ce que la tarification va être faite de façon différente présentement à cause de la COVID-19 et de tout ce qui se passe? Oui, en effet, les personnes âgées, on est beaucoup plus strict sur les risques qu'on peut approuver pour les personnes âgées. Donc, il faut que ce soit vraiment des personnes de 76 ans et plus qui ont pas de problèmes médicaux là, ou des problèmes médicaux qui sont très bien contrôlés, très mineurs. On ne va pas, des dossiers qu'avant, on aurait mis une surprime, on va plutôt les refuser parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus susceptibles d'attraper la COVID et en fait, surtout de développer des complications par rapport à la COVID. Donc, oui, c'est un challenge qu'on a depuis le début de tarifier les personnes plus âgées qui ont des conditions médicales. Vous allez voir plus de refus, effectivement, dans cette catégorie d'âge-là, malheureusement avec la COVID. Oui. Parfait, merci. C'est compréhensible puisque c'est quelque chose que personne connaît encore de fond en comble. On a eu plusieurs questions aussi sur un sujet qui est très populaire au niveau de la tarification, bien entendu, c'est les gens qui consomment du cannabis. On en a parlé un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails au niveau soit de la quantité des fréquences, parce que les conseillers, les conseillères ont posé les questions suivantes. En résumé, quand on rencontre un assuré, on sent souvent que les gens vont minimiser la quantité et la fréquence de leur consommation. Pour plein de raisons. Donc, comment on fait pour un peu naviguer avec tout ça, là? Je pense qu'il y a même la question qui dit un joint par semaine. Est-ce qu'on s'attend à un refus? Non. C'est sûr qu'on a quand même une consommation qui est quand même occasionnelle. Là. On est très loin du refus. Là. En fait, on est vraiment proche du standard là, pour un joint par semaine. Donc, c'est sûr que si votre client, si vous dites est-ce que vous fumez un joint par semaine, il n'y a pas de problème d'amener ça à votre client. Là, c'est pas des refus. C'est des consommations qui sont plus sur une base quotidienne où là, on commence à être proche du refus. Donc, je veux pas vous donner de quantité là, parce que je veux pas non plus que le client dise le bon chiffre, là, comme on dit. Mais ça va être plus sur une base quotidienne là, qu'on commence à être à s'éloigner du taux standard. Là. Donc, mais une consommation hebdomadaire, là, il n'y a aucun problème. Parfait, merci.
On a le temps encore pour quelques questions. Oui, effectivement, désolé si on a débordé, il est 12h05, mais en fait, on a quand même la présence aujourd'hui de Frédéric, donc je pensais que c'était important qu'on ait des réponses un peu plus complètes. C'est pour ça qu'on déborde un peu de l'heure. Donc, merci encore pour tous ceux qui sont encore là. Il y a quand même de bonnes questions encore dans le lot auquel on pourrait répondre. Donc, on peut se donner jusqu'à 12h15 si vous permettez, qu'on aille à travers ces questions-là parce qu'elles seront bénéfiques un peu pour tout le monde, je suis sûr. Ça va avec moi. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va continuer. On avait amplement de questions pour combler le temps qui nous est alloué jusqu'à 12h15. Merci Frédéric. Donc, au niveau du permis de travail, si on revient un peu sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a un minimum de temps qui est demandé après avoir obtenu ou après avoir fait la demande du permis de travail pour notre sélection des risques? Et je pose la sous-question tout de suite, si tu le permets. Lorsque les clients vont revenir dans leur pays natal, après avoir fait leur période de travail avec le permis et leur assurance vie en main, au niveau du décès, comment est-ce qu'on peut entrevoir la suite? Okay. C'est sûr que c'est justement, ça va arriver, qu'ils vont retourner dans leur pays, mais c'est pour ça qu'on a mis des lignes directrices pour essayer de garder seulement les risques qui ont une très forte probabilité de rester au Canada. Non, je veux dire, il n'y a pas, si le client retourne dans son pays, son contrat est toujours valide. Là. Il n'y a pas de, le contrat n'expire pas. Là. Donc, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile une réclamation qui est traitée à l'extérieur du Canada. Donc, ça va être, c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de garder seulement les risques et les clients qui ont une très forte probabilité de rester ici. Pour le temps demandé, je ne suis pas certaine de comprendre vraiment la question, mais il faut que le permis de travail soit valide au moment de la sélection. Donc, il faut que le client ait un permis de travail en main. Puis, c'est sûr qu'il faut qu'il soit valide. Donc, il ne faut pas qu'il soit échu non plus. Donc, il ne faut pas qu'il soit dépassé la date. Donc, c'est ça. Le temps qu'on demande, c'est qu'il faut qu'il soit valide. Donc, pas avant et pas après. Donc, il n'y a pas de délai avant, parce que des fois, on dit, quand tu as ton permis de travail, tu dois attendre 3 mois pour pouvoir être assuré. Je donne un peu l'exemple de l'assurance, de la Régie d'assurance du Québec. Des fois, quand tu as un permis fermé, tu as la possibilité d'avoir accès, mais tu as 3 mois d'attente avant d'y avoir droit. Mais dans ce cas-ci, du moment qu'au moment de la demande d'assurance, à ce que je comprends, dès qu'il a fait sa demande, dès qu'il a son permis entre les mains, il peut la faire. Oui, si le permis de travail est valide, donc si la date était avant, il n'y a pas de problème pour nous. On ne demande pas de temps minimum. Puis non plus de temps, comme j'ai dit, de temps minimum d'arriver au Canada. On ne demande plus qu'il soit ici depuis 6 mois. Aussitôt qu'il arrive de l'avion, théoriquement, il pourrait être, et qu'il y a un document qui est valide, parce que ça peut être délivré, bien entendu, à l'extérieur du Canada pour certains documents. Donc, s'il arrive le jour 1 qui est arrivé au Canada avec un document qui est valide, on peut le considérer. Parfait. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va y aller pour 2 dernières questions concernant les décisions qui sont prises et les résultats des tests de santé, la divulgation des informations, qui est notre nouveau formulaire, qui, soit dit en passant, Youssef a mentionné que ça va être disponible effectivement, tous les formulaires qui sont reliés aux sujets qui ont été abordés aujourd'hui concernant les politiques d'immigration, le guide de sélection des risques, vous sera envoyé par courriel. Donc, la prochaine question, si on a un conseiller ou une conseillère qui rencontre un client qui croit que son médecin a mis une information erronée dans son dossier médical, est-ce qu'on a une façon de faire corriger cette erreur une fois que le dossier médical est rendu chez nous et qu'une analyse a été faite? Est-ce que l'assuré doit avoir une seconde investigation par un deuxième médecin ou on procède autrement? C'est sûr que la première étape, c'est de faire corriger l'erreur, mais dans son dossier médical, parce que c'est pas à nous, on prend l'information du médecin, c'est pas à nous à intervenir à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment le client qui doit s'assurer que son médecin corrige cette information-là. Puis, suite à ça, effectivement, si le médecin nous envoie, et ça m'est déjà arrivé, là, une note comme quoi veuillez ignorer cette information-là, mauvais patient.
tout à fait, nous, on va prendre ça, on va considérer ça et probablement changer notre décision s'il y a lieu. Donc, il faut vraiment que le client fasse cette démarche-là avec son propre médecin pour corriger ça, parce que de toute façon, ça va le suivre toute sa vie. Donc, il faut vraiment que ça soit corrigé avec le médecin et avec l'hôpital. Et des fois, oui, effectivement, on peut obtenir d'informations d'autres sources, mais on va toujours être pris avec cette information-là qui est erronée. Puis, pour obtenir l'équivalent chez un autre médecin, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment que si ça arrive, puis ça arrive, il faut que ça soit corrigé là, entre le client et son médecin traitant. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, dernière question, ça touche un peu l'ordre administratif et la conformité, mais je trouvais la question pertinente puisqu'il y a des gens, des participants, des participantes qui travaillent pour les agents généraux avec qui on travaille de concert et qui sont très importants pour nos conseillers et conseillères. Donc, la question, c'est si le client signe le formulaire de divulgation des renseignements personnels, on va être en mesure de divulguer au conseiller ou à la conseillère toute l'information ayant mené à la décision. Cependant, est-ce que cette information-là pourra aussi être transmise, soit après, là, sans avoir une autre signature, à la personne en charge du dossier chez l'agent général? Souvent, c'est les gens qui travaillent à l'agent général qui communiquent via nos divers logiciels ou par courriel avec le service des nouvelles affaires. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'information pourra être aussi divulguée? Pour le moment, notre autorisation nous autorise à divulguer l'information avec la personne qui a complété le document. Donc, c'est sûr que moi, je vais seulement divulguer cette information-là. Le client m'autorise à divulguer cette information-là à une personne spécifique et c'est à cette personne-là spécifique que je vais donner l'information et à personne d'autre. La confidentialité des informations du client, c'est la base là, pour nous. C'est très, très important. Les clients nous font confiance avec ça. Déjà, c'est un document qui n'existait pas avant, qu'on ouvre la porte à une certaine divulgation, mais c'est régi par ce document-là. Et il y a même une date d'échéance pour ce document-là. Donc, je peux pas, je dois vraiment, je suis liée à la signature de ce document-là. Donc, c'est ça, il faut comprendre que pour le moment, notre formulaire, ça nous autorise de parler avec la personne qui est indiquée sur le formulaire seulement pour protéger la confidentialité des renseignements du client. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour de mon côté des questions des participants et participantes aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de votre participation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos directeurs, directrices de compte ou votre représentant ou représentante aux ventes internes par téléphone ou par courriel. Et je laisse le mot de la fin à mon cher collègue, M. Youssef Lalou. Merci beaucoup, Alexandre, et un très gros merci à Frédéric ce matin pour le temps que tu nous as donné. Ton expertise, je vois les messages qui sortent, a été très, très apprécié. Je suis sûr et certain que ça va donner, premièrement, du langage, mais ça va vous donner aussi des outils au quotidien. Le courriel que vous allez recevoir avec les différents documents vont pouvoir vous aider dans pas mal de choses. Je sais qu'il y a encore une couple de questions auxquelles on n'a pas répondu. On va s'assurer d'y répondre par courriel, ne vous en faites pas. Donc, on était limité en termes de temps. C'est sûr que c'est un sujet qui est tellement intéressant qu'on pourrait passer la moitié de la journée là-dessus, mais on va vous laisser aller à vos activités en vous remerciant infiniment de votre participation. Puis, comme Alexandre a dit, il nous fera plaisir, mon équipe et moi-même, d'être là pour vous assister si vous avez des questions supplémentaires. Une très belle journée et au plaisir de vous revoir et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.